Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je me présente, c'est M. Sal El Hadji Cheikhou. Je suis le responsable de la communication de Rêve Revolution. Rêve Revolution, pour dire que c'est un jeu de mots. En révolution, vous pouvez voir, il y a rêve et il y a évolution. Donc, on appelle ça Revolution. Donc, Revolution est né d'un groupe d'amis, de jeunes leaders qui ont pensé que déjà les jeunes Sénégalais ou Africains n'entreprennent pas. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'amener une démarche proactive pour inciter les jeunes à entreprendre, à créer leur propre business et voilà, créer de la richesse pour notre continent africain. On voit que beaucoup d'initiatives, d'habitude, ça vient de l'Occident, mais nous, jeunes Sénégalais ou Africains, nous n'avons pas l'habitude ou cette facilité de créer et d'innover. Je pense que le leadership, c'est quelque chose, déjà, les gens disent que le leadership, il est inné. D'autres disent que c'est quelque chose qu'on acquiert voilà, durant le long du chemin. Donc nous, ce que nous voulons, c'est déjà, avec le forum que nous organisons, qui s'appelle le Rendez-vous africain de l'entrepreneuriat, voilà, à travers des exemples, comme vous l'avez vu ce matin, M. Tunkara, M. Felvin Sarr, M. Cham, directeur général de DHL, Mme Diaye, et d'autres exemples qui ont entrepris et qui ont réussi. Voilà, on veut montrer ces exemples-là à la jeunesse pour leur dire et montrer que c'est possible de s'activer, que c'est possible de rêver, et en rêvant, on peut créer quelque chose de vraiment magique, raison pour laquelle nous avons organisé cette journée. Tout dépend de la confiance. Si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas déjà entreprendre. Parce que ici, on est dans un continent vraiment pessimiste, sceptique. Les gens doutent beaucoup de leur potentialité. Déjà, quand on est à l'école, on sort, déjà, quand on est fraîchement sorti de l'école, on doute déjà de nos possibilités. On croit qu'on n'a pas l'expérience nécessaire pour entreprendre, alors que c'est vraiment faux. D'habitude, quand vous voyagez, vous avez fait les pays occidentaux, vous voyez, il y a des jeunes. Très tôt, ils ont l'esprit d'entrepreneuriat qui crée des choses, vraiment, et des choses magiques. Parce que, si vous prenez l'exemple déjà des États-Unis, Mark Zuckerberg, quand il créait Facebook, il était à l'université. Quelqu'un comme Steve Jobs aussi, il a commencé petit à petit pour vraiment bâtir ce qu'il a bâti maintenant, qui est Apple. Donc tout dépend de la confiance en soi, et raison pour laquelle que nous voulons motiver ces jeunes-là. Parce que quand on les montre des exemples qui ont débuté quelque chose et qui ont réussi, voilà, ça va leur donner plus de volonté à entreprendre et réussir quelque chose. Donc notre démarche ne se limite pas juste à ça, parce qu'après ces 2 jours de réflexion et d'échange de panels, nous allons organiser un concert avec Carlo D et Tegiti, donc eux qui supportent cette initiative. Le but de ce concert, c'est collecter des fonds, c'est un fundraising, et à travers l'argent qu'on aura gagné, on va financer 3 projets porteurs de jeunes Sénégalais, et peut-être durant les années à venir, nous voulons faire plus que cela. C'est moi qui vous remercie. L'argent, ce n'est pas un moyen. Donc ça, c'est une grave erreur que nous faisons aujourd'hui, en pensant argent comme moyen. Les moyens, c'est 4 choses. C'est le temps dont vous disposez. Parce que si vous êtes en prison, vous ne pouvez plus faire le local. C'est la santé. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Ce sont vos idées. Et c'est le relationnel, le capital relationnel que vous avez. Le temps, la santé, les idées, le capital relationnel. Ce sont ces 4 choses qui se transforment maintenant en argent. L'argent, c'est le résultat de ces moyens-là, mais ce n'est pas un moyen. La preuve, le professeur l'a dit, les PME n'ont pas de problème d'argent. Ils ont un problème de capital humain, ils ont un problème de bonnes idées, avant que l'argent ne vienne. Et les gens les plus riches dans le monde, ils ont vendu des idées.
Bill Gates, etc. C'est juste une idée. Donc, il faut se détromper. L'argent, ce n'est pas un moyen. C'est le résultat de moyen. Alors, cher Baké, je pense que j'ai répondu à cette question. L'orientation de l'État par rapport aux jeunes et à la jeunesse. J'ai dit clairement que la société sénégalaise aujourd'hui, telle qu'elle est organisée, pour reprendre Maître Ngom, notre organisation et notre méthodologie, ces deux-là ne sont pas orientés vers la promotion des jeunes. Le mieux que nous donnons aujourd'hui aux jeunes, c'est de les amener à l'université et de leur donner 36 000 ou 18 000, et dans les conditions que nous avons à l'université. Donc, il n'y a pas une orientation aujourd'hui pour valoriser les idées des jeunes, valoriser leurs forces, pour les aider à combler leurs lacunes, leurs faiblesses, pour les mettre en relation avec d'autres jeunes, pour se nourrir d'autres expériences, pour créer des incubateurs, comme le disait le professeur Sarr, pour les start-up dont parlait Maître Ngom, parce que les start-up des Israéliens, ce sont des jeunes. Et les start-up dans le monde, ce sont des jeunes. Les start-up qui commencent sans moyens. Sans moyens. On commence avec les moyens du bord, avec ce que l'on a, et on bâtit petit à petit. Donc, les jeunes aujourd'hui, on leur sert dans notre pays beaucoup de slogans. Il y a un promotionnaire qui était le directeur administratif et financier du FNPJ, et donc le défunt fonds là. Et le taux de recouvrement des FNPJ était de 1%. Pour dire que ce n'était pas orienté vers la performance, vers la pertinence. Ce pays est hyper politique. Et la politique politicienne est tue. Parce que les paramètres qui doivent fonder l'efficacité. Ces paramètres-là, c'est la stratégie, l'organisation, la planification, l'exécution, le suivi-évaluation, l'amélioration. Le politicien, il s'en contrebalance de ces paramètres. Mais ce qui l'intéresse, c'est le clientélisme, placer ses militants, c'est le népotisme, placer sa famille, et c'est l'enrichissement personnel. Aujourd'hui, l'orientation de ce pays, ce n'est pas une orientation vers le savoir, le travail et les valeurs. Et Cheikh Ahmadou Bamba disait que lui, il n'a d'autre préoccupation que le savoir, l'action et le bon comportement. Et depuis que le monde est monde, ce sont ces trois choses-là qui font tout fonctionner. Le savoir, l'action et le bon comportement. Et notre pays là, aujourd'hui là, dans la nuit noire où nous sommes là, ce ne sont pas ces choses-là qui sont nos références. Donc non. Et donc, pour reprendre ce que disait le professeur Ayoussou, attention au discours plaintif. L'être humain, c'est un système d'énergie. Et cette énergie-là, il faut l'orienter positivement. Sinon, elle se transforme en énergie négative et elle tue. Et se plaindre, c'est de l'énergie négative qui vous tue. Ne vous plaignez pas. Apprenez à ne pas vous plaindre. Se plaindre est mauvais pour la santé, déjà. C'est très mauvais. Se plaindre est mauvais pour la santé. Le système, il rend déficient le système immunitaire. Il ne vous rend plus résilient. Ne vous plaignez pas. J'ai entendu une fois l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, dire quelque chose de formidable. On lui dit, mais vous allez gâcher vos cartouches et vous allez rencontrer Barcelone là, vous allez faire des filles. On dit, mais nous allons rencontrer Barcelone. Mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Et il donne sa définition de l'optimisme. Personnellement, j'ai trouvé. Il dit, l'optimisme consiste à voir des opportunités dans les difficultés. Et le pessimisme, c'est de voir des difficultés dans les opportunités. Dans nos pays là, il y a tellement d'opportunités. Mets ton nez, mets ton doigt sur les opportunités. Laisse tomber les problèmes. Et tu vas voir tout de suite, tout ton système d'énergie va s'orienter vers les opportunités et ce qui est positif, et tu vas transformer les choses. Il y a tellement de choses à faire. Félicitations encore au professeur Sarr pour sa belle initiative de créer contre vents et marées
aujourd'hui une librairie et un système qui, pour le livre, aujourd'hui, il va trimer, il va trinquer comme Ablaye Diallo, et un jour, il sera comme Ablaye Diallo. Ça va marcher comme ça marche. Félicitations à Ablaye Diallo. Aujourd'hui, on le considère comme le messie de l'édition au Sénégal. Mais il s'est battu, il était en Occident lui aussi. Il a dit, je rentre chez moi, il y a des choses à faire, je vais les faire. Quand je vais démarrer, c'était compliqué. Compliqué, comme si ça allait chez nous. Mais Alhamdoulilah, Dieu, il est grand. Allah. Et un jour, on était à l'école de commerce et on avait comme hôte l'ambassadeur de Taïwan. Il nous dit, ah, waouh, Sénégal là. Il dit, chez nous, nous avons une formule comme vous là, Inch'Allah, nous avons ça. Mais nous, Inch'Allah, c'est quand tu as fait tout ce que tu dois faire. Après tu dis. Alors, autre chose, c'est sur... bon, là, je n'ai pas attendu. Quelle solution? Ne pas se plaindre, n'attendre personne. Maintenant, la documentation, à mon avis, vraiment, Rachid, le professeur a très bien. Moi, je pense que je n'ai plus rien à dire sur ça. Sauf pour dire que le professeur Ferounsa a posé de manière très courageuse des choses que nous ne faisons pas. C'est la critique du religieux. On doit critiquer le religieux. Et moi, je le dis aux religieux là, dans les chants. Je dis, mais c'est dit, moi, il y a quelque chose que je ne suis pas d'accord. Vous vous dites que vous êtes sur le champ spirituel, sur le champ de l'élevation. Mais les politiciens, l'argent qu'ils vous donnent là, lorsqu'ils le prennent, ils ont détourné les sous, ils ont volé de l'argent, ils vous donnent, vous prenez. Mais c'est du recette. Vous ne pouvez pas prendre ce type d'argent là. Ah, nous, machin. Je dis non, vous ne devez pas prendre. Et par exemple, quelqu'un comme Céline Touba, j'ai écrit un livre sur le mouridisme, juste par curiosité. Et il a dit quelque chose de formidable, qui est vraiment à la pointe de ce que le professeur appelle tout de suite la transformation intellectuelle. Il dit, ma main, je ne l'attends qu'à Dieu, le généreux, celui qui se suffit à lui-même, celui qui donne, qui ne dépend de personne. Il dit jamais un seul sou de dirigeant politique ne se met sur moi. Il dit jamais. Et les gens qui prennent l'argent, ils connaissent très bien ces bêtes du chef. Quand tu leur récites les bêtes, eux-mêmes ils finissent le bête, il dit mais pourquoi vous acceptez alors l'argent des politiques? Ah, c'est compliqué. Donc nous devons faire une critique de notre religion. Aujourd'hui, notre religion ne nous a pas transformés en êtres meilleurs. Mais 95% des musulmans que nous sommes ignorent leur religion. Le Sénégalais ne connaît pas le Coran. Pas du tout. Je ne connais pas. Moi, tout de suite, c'est quoi la sourate des abeilles dans le Coran? Les gens le savent. Le Sénégalais ne connaît pas le hadith. Alors que 75% de la religion, c'est le prophète qui l'a enseigné et sur lui à travers les hadiths. Le Sénégalais ne connaît pas. Le Sénégalais ne connaît pas que la religion, comme disait le professeur, c'est un moyen pour faire de toi quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui sort toutes les potentialités que Dieu a mises en lui, quelqu'un qui est utile à ses prochains, quelqu'un qui préserve l'environnement et quelqu'un qui a une relation forte avec la divinité. Nous ne sommes pas inscrits à cela, cause pour laquelle notre religion aujourd'hui, le matin, vous venez au Sénégal, vous descendez de l'avion à 6 h du matin, vous entendez le bruit partout, mais à 15 h quand il fait jour, les Sénégalais se comportent comme la religion, ça ne nous concerne pas. Donc il y a un travail fort à faire, un travail sérieux à faire dans la critique de notre fait religieux, qui est un fait religieux qui n'est rien d'autre aujourd'hui qu'une greffe de l'islam dans notre tradition et la tradition à le dessus. Avant, je me rappelle que dans les royaumes du Waal, du Baol, l'assistant le plus
proches collaborateurs du roi, ça peut être ça n'a pas disparu. On a les mêmes pratiques d'hier, aujourd'hui, et la religion, on a un syncrétisme qui a mal pris, ce qui fait que aujourd'hui les chefs religieux, c'est carrément des rois. C'est des rois, point barre. Il y a une royauté qui a pris le dessus sur le fait religieux, parce que ce fait religieux, en réalité, doit déboucher sur une spiritualité forte qui aiguillonne l'individu dans tout ce qu'il fait et qui débouche sur ce que le professeur appelle le ihsan, qui n'est rien d'autre que le meilleur comportement à avoir. Et quand j'ai appris, par exemple, j'ai appris le management japonais, il parle de kaizen, d'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est le ihsan de l'islam. Comme nous ne mettons pas en place ces choses-là, nous avons une religion qui est très défectueuse et cela se répercute un peu partout, même dans nos cimetières. Vous voyez les cimetières musulmans comparé aux cimetières chrétiens. Les cimetières musulmans, c'est la pagaille et le désordre. Catastrophe. Aujourd'hui, quand vous mourrez, on vous enterre quelque part. Votre mort, vous n'êtes même pas en paix parce que Dieu n'aime pas le désordre partout. Cette rencontre, c'était vraiment une réussite parce que c'est on commence toujours par et d'avoir deux, trois, ainsi de suite. Je n'avais pas décidé de prendre la parole, je voulais rester donc pour discuter, mais j'ai entendu des propos qui m'ont choqué et je suis obligé de réagir. J'arrête pas de dire dans les amphis à mes étudiants que quand ils disaient tout à l'heure des diplômés Master 2 ne veulent pas être stagiaires, vous ne savez rien, vous n'avez qu'une présomption de savoir, vous n'avez qu'une présomption de savoir qui vous prédispose à apprendre. Vous devez apprendre un métier. Si vous dites maintenant que vous ne serez jamais stagiaire, vous n'apprendrez jamais de métier et vous ne saurez jamais rien, vous ne serez jamais capable de diriger quoi que ce soit. Vous avez une présomption de savoir. Allez maintenant apprendre un métier. Nous étions sortis de l'université avec nos diplômes, on était heureux d'entrer dans un cabinet, de travailler sans salaire. On apprenait un métier. Mon premier salaire c'était 20 000 francs pour le transport. J'étais tout heureux parce que c'était une reconnaissance. Et voilà, chemin faisant, donc j'ai fait des chemins. J'étais dans un cabinet d'audit. Ou alors, mon expérience, mais je vais vous parler un peu du collègue et directeur général de Mme Diaye. En 85 ans, on est dans le fleuron de l'économie nationale qui était la pêche. Il était le boy qui achetait la cigarette, qui faisait le thé et le café pour les ténors de la pêche, les Maguette Diack, les Martin Diaye et autres. Il était Gaïpas, quand Maguette Diack était le patron de Gaïpas, il venait très souvent lui rédiger les PV. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Mais le ténor de la pêche, l'on est pour le talibé d'or, arrêtez cette idée, entrez dans les institutions, faites vos preuves, travaillez, apprenez, et vous allez devenir un jour ce que vous devenez. N'est-ce pas? Je m'excuse de proposer.